Pierre Larouturou, comment tu vas? Moi, très bien. On va s'appeler Pierre. Oh, je vais t'appeler Pierre. Je vais t'appeler Vincent, il n'y a pas de souci. J'ai un de mes frères en plus que j'adore qui s'appelle Vincent, donc ça va être facile. Moi, ça va bien. Moi, ça va, mais le monde ne va pas très très bien. Et donc, il y a besoin qu'on le change assez vite. On a besoin de dire des vraies choses aujourd'hui. On a besoin que tu dises la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur toutes tes enquêtes, tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu as pu démontrer autour des compagnies d'énergie fossile, de la politique à l'intérieur, comment ça fonctionne et pourquoi en fait, en gros, rien ne se passe. Donc, est-ce que tu promets de tout dire aujourd'hui? Je déteste le mensonge, donc tu n'auras aucun problème pour que je dise la vérité. Je suis allergique au mensonge. Eh ben, c'est très bien. Et de votre côté, n'hésitez pas, bien sûr, comme vous connaissez, j'imagine, cette émission, si c'est la première fois, ben ici on parle de limites planétaires, on parle d'avenir, on parle d'épuisement des ressources et on parle de projets de société qui vont nous permettre de tous ensemble continuer à vivre correctement sur cette planète Terre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commentez tout au long de ce que va dire Pierre et de ce qu'on va raconter. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous êtes en 1080p ou voire en 4K, mais non parce qu'on ne upload pas en 4K, de mettre ça en 480, voire moins, si vous êtes juste là pour écouter, puisque ce podcast est également, cette vidéo est également disponible en podcast, donc faites-vous plaisir. Alors, Pierre, question que j'aime bien poser de temps à autre. Est-ce qu'on a dépassé la limite? Tu fais ce que tu veux avec ça. Et là, dans sa tête, il se dit, mec, mais on a dépassé tellement de limites. On a dépassé des limites, voilà, on a dépassé des limites à plein de sujets. Moi, la première fois que je suis venu en Belgique, à Bruxelles, c'était en 1993, comme on dit ici, 93 en France. On venait de passer la barre des 3 millions de chômeurs en France et tout le monde disait que c'était catastrophique, 3 millions de chômeurs, qu'il fallait tout changer dans notre rapport au travail. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé l'idée de la semaine de 4 jours. C'était en 93. On est 30 ans plus tard et quasiment rien n'a changé. Et j'ai regardé les chiffres ce matin. En France, au lieu d'avoir 3 millions de chômeurs, on en a 5 300 000. Si tu considères tous ceux qui sont complètement au chômage, ceux qui sont tombés au RSA ou ceux qui ont des petits boulots mais qui aimeraient avoir un vrai boulot pour vivre correctement. Donc déjà en 93, on disait qu'on est passé une limite catastrophique sur le chômage. Voilà. Sur la question du climat, on se parle, on est fin mars, il y a déjà plein de départements en France où il y a des problèmes de sécheresse. Quand j'étais petit, parfois il y avait des sécheresses à la fin du mois d'août. Il y avait quelques villages où il y avait des problèmes. Là, dans des dizaines de départements, fin mars, on demande aux paysans déjà de plus arroser. Je voyais l'autre jour quelqu'un qui disait qu'il avait la larme à l'œil parce qu'il disait que les grenouilles, les crapauds n'arrivaient plus à se reproduire. Moi, quand j'étais petit, avec mes cousins en Pays Basque, c'était qu'on allait passer les vacances de Pâques ensemble. On avait 2 occupations, trouver des œufs le matin de Pâques et trouver des têtards. Les parents nous engueulaient, mais chaque année, on allait voir les grenouilles et ramener des têtards. Il y avait des centaines de têtards dans la nature. Et maintenant, il y a plein d'endroits où, comme il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a plus aucun tétard. Et je reviens d'une semaine à Johannesburg, je ne prends jamais l'avion, mais quand c'est pour le climat, donc je suis député européen depuis 4 ans, personne n'est parfait, et je suis allé bosser avec des députés de toute l'Afrique à Johannesburg, et c'est une catastrophe, le dérèglement climatique. Au moment où on se parlait, il y a des centaines de personnes qui mouraient dans la corne de l'Afrique, c'est des sécheresses jamais vues. Donc oui, on a dépassé plein de limites, et il y a des baffes qui se perdent. Je trouve que les dirigeants politiques n'ont aucune excuse. Je me souviens en particulier Emmanuel Macron, quand il a été élu il y a 6 ans, une des premières choses qu'a fait Emmanuel Macron, c'était le One Planet Summit, pour le sommet sur la planète. Et devant 80 chefs d'État et devant 3000 personnes, Macron a fait un discours assez génial. Les premiers mots de Macron, c'est « On est en train de perdre la bataille, on le sait ». Il répète « On est en train de perdre la bataille, on le sait ». Et nous n'aurons aucune excuse. Emmanuel Macron, devant 3000 personnes et 80 chefs d'État. Macron dit, il y a 30 ans, les chefs d'État avaient une excuse parce qu'ils ne savaient pas. Nous n'aurons aucune excuse. Je lui envoie un message le soir en disant bravo pour ton discours, on se connaissait depuis plusieurs années, bravo, ça change du blabla habituel, bravo. Je me suis dit, putain, il y va franchement, ça va dépoter. Puis il a créé le Haut Conseil pour le climat, puis la Convention citoyenne, et puis rien. Et puis rien, on fait 5% de ce qui est nécessaire. Et on a des catastrophes. Il y a 2 ans, en Belgique, il y a eu 200 morts à cause des inondations. Tu t'en souviens, en juillet, c'était la catastrophe en Belgique, en Allemagne, à cause des inondations. Et puis voilà. Donc, on a une classe politique qui a dépassé les limites aussi. Il n'y a pas de mot poli, mais je pense qu'il y a des coups de bâton qui se perdent. Ils ont du sang sur les mains. Par leur inertie, ils ont du sang sur les mains. Et donc la question est de savoir, une fois qu'on a dit ça, soit on se flingue, soit on renonce à changer les choses parce qu'on se dit c'est foutu et je m'occupe que de moi, de mon nombril et de ma petite vie de famille, ou est-ce qu'on essaye avec d'autres de transformer les choses avant que ce soit trop tard. Mais c'est dingue parce que si tu assistes à ce discours de Macron qui dit quand même quelque chose qui a du poids, qui est fort, et qu'au final, on se retrouve aujourd'hui avec un peu de greenwashing, beaucoup même, et complètement une inaction. Hein. D'ailleurs, l'État français a même été condamné pour inaction climatique. Il a dit que c'était pas lui, mais finalement, une partie, c'était quand même lui. Comment t'expliques quelqu'un qui peut avoir un discours pareil, en disant on le sait, on le savait, il faut tout donner maintenant, etc., et qu'au final, il ne fait rien. Pire, il accentue le problème
je veux dire, dans ce capitalisme exacerbé qui n'est plus contrôlé par l'État, plus rien, et qui nous amène vraiment droit dans le mur. Qu'est-ce qui se passe pour toi, si tu peux te projeter dans la tête d'un gars comme Macron qui peut avoir ce discours-là et puis dire autre chose? Je ne comprends rien et c'est vraiment triste pour lui. Mais après ça, tu me dis que ta chérie travaille sur les questions spirituelles, que depuis le Covid, tu me disais avant qu'on dans son bureau d'ailleurs. Dans son bureau. Et moi, je me souviens d'une théologienne protestante, France Quéré, qui disait « Le mal qui est dans le monde ne peut pas se comprendre, il doit seulement se combattre ». Tu ne te demandes pas pourquoi il y a des cancers, tu te demandes comment les médecins, les infirmières, comment je peux gagner la bataille contre le cancer. Et quand on voit des gens complètement irresponsables, hier j'étais encore à Paris pour écouter Bruno Le Maire, pour auditionner Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale, ces gens-là sont tous très intelligents, c'est pas qu'ils sont stupides, ils ont tous fait l'ENA, ils savent lire et écrire, ils ont pas de QI, donc c'est scandaleux. Non mais c'est juste scandaleux, donc je pense qu'il y a le poids des lobbies, je suis en train de travailler sur la question des lobbies, j'ai lu un bouquin l'autre jour, ce qui m'a foutu là à la hargne, c'est un bouquin d'un journaliste américain qui s'appelle Perdre la Terre et qui te montre comment en 79, il y avait déjà un consensus sur le diagnostic. Voilà. C'est depuis 1958 qu'on mesure le CO2 sur les questions de climat. Depuis 1958, on mesure le CO2 tous les jours, toutes les semaines à Mauna Loa, parce que depuis 58, on sait qu'il y a un problème avec le CO2. Et déjà en 79, les plus grands scientifiques américains, le conseiller scientifique de Johnson, le conseiller scientifique de Kennedy, s'étaient mis au boulot. Ils avaient, comme les morceaux d'un puzzle, ils avaient tout rassemblé sur les questions de climat et de CO2, et ils avaient donné un rapport à la Maison-Blanche, fin 79, pour dire il y a un problème de réchauffement climatique. Quand tout le monde l'aura compris, ce sera trop tard. Mais aujourd'hui, en 79, 79, ce n'est pas trop tard. On a 20 ans pour sortir des énergies fossiles. On a 20 ans pour inventer des nouveaux moyens de se transporter, pour développer les renouvelables, pour isoler les maisons. Et en 79, c'était pas de panique. On a 20 ans pour une transformation tranquille. Voilà. Et le problème, c'est que Ronald Reagan arrive quelques semaines plus tard à la Maison-Blanche. Il a fait pire. Et avec Ronald Reagan, c'est tous les lobbies du Texas et du pétrole et qui mentent comme des cochons et qui veulent le relancer absolument. Voilà. Et donc, c'est vraiment scandaleux, le poids des lobbies. Quand je dis que nos politiques, par leur inertie, sont criminels, mais on peut dire la même chose de Total et de Elf. J'ai découvert comment en 92, pour les amis français, il y avait une proposition ici du commissaire européen chargé du climat. Le commissaire voulait deux grands sujets, une écotaxe, une petite écotaxe pour modifier les comportements au fur et à mesure. Et puis, il avait fait 300 pages super intelligentes sur aller vers une ville sans voiture. En 92, le gars disait, il ne s'agit pas d'interdire demain les voitures, mais est-ce qu'on se donne les moyens de faire des pistes cyclables, de faire des transports en commun efficaces, d'avoir des voitures quand c'est vraiment nécessaire, mais beaucoup moins lourdes. Et voilà. Déjà en 92, il avait ces deux projets, le commissaire européen, une petite écotaxe et aller vers une ville sans voiture. Et les lobbies Elf et Total l'ont tellement cassé les pieds, pour être poli, qu'il a démissionné. Quelques semaines avant d'aller, il y avait le grand sommet de Rio en juin 1992, et bien le commissaire européen démissionne en disant « les lobbies ont gagné la bataille, ils veulent tuer mes grands projets ». Et le mec, il démissionne, et hélas, et on a des fuites, grâce à Christophe Bonneuil et d'autres, le numéro 2 de Elf qui dit « on s'est bien débrouillé grâce au gouvernement français », Dominique Strauss-Kahn et quelques autres, le numéro 2 de Elf dit « on a vraiment fait du bon boulot, mais les gens de Total étaient encore mieux organisés ». Voilà. Donc d'ailleurs, je lance un appel à témoins, pour celles qui nous regardent, si vous ou votre papa ou votre maman travaillez à la Commission européenne, ou si vous ou votre papa ou votre maman travaillez chez Total ou chez Elf, enfin si vous, j'essaye de reconstituer depuis 30 ans à tous les moments où les lobbies ont volontairement stoppé l'action des politiques pour nous vendre toujours leur canne, pour nous vendre toujours du pétrole et du gaz. Alors justement, c'est incroyable parce que tu nous amènes donc des actions de Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, jusqu'à cette puissance des lobbies, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ils ont accès au Parlement et à la Commission européenne, les lobbies des énergies fossiles, et arrivent à influencer des députés pour voter, pas voter. Alors forcément, l'Europe, c'est une pluralité de partis, c'est une pluralité de logiciels, j'ai envie de dire aussi, avec certains qui sont d'un camp très extrême. Tu m'as dit un truc, tu me dis Bruno Le Maire, c'est un gars intelligent, il a fait l'ENA, et Macron aussi, c'est des gars intelligents. Il y a plein de gens très intelligents qui ne font pas l'ENA. Non, mais c'est pour dire qu'il n'a aucune excuse, c'est pas qu'il ne sait pas lire. Il a rencontré des climatologues. Juste, quand j'étais membre du Haut Conseil, avant d'être député, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat, donc je vais à l'Élysée. Emmanuel Macron me tutoie devant tout le monde. Du coup, Bruno Le Maire vient me voir en disant Pierre, on se voit quand tu veux, mon bureau est ouvert, j'ai la foi des nouveaux convertis. C'est horrible, Bruno Le Maire qui me tutoie comme ça parce qu'il a vu que son chef. Voilà, je me suis dit putain. C'est vraiment un cliché de ce qui se passe dans un bureau, tu vois. Genre, le patron, il tutoie
toi, alors t'as tous les autres. Non, les petits... oui, mais je me dis, voilà, mais si Macron crée le Haut Conseil pour le climat et s'il met quelqu'un d'un peu radical comme moi, un gars qui va franchement, c'est peut-être qu'il veut faire bouger les choses. Et Bruno Le Maire qui vient de dire, j'ai la foi des nouveaux convertis, j'ai cru qu'il dit, ok, j'ai rien foutu depuis des années et maintenant j'ai compris l'urgence climatique. Mais ça, c'était il y a 5 ans et depuis 5 ans, rien n'a bougé. Donc, ils n'ont aucune excuse. Ils n'ont aucune excuse. Et la question de savoir, nous, les citoyens, comment on fait bouger les choses. Si un jour tu viens à 2 kilomètres d'ici, à mon bureau au Parlement, au 11e étage, j'ai une très belle photo. C'est le mur de Berlin qui est en train de tomber. Je dis ça parce que beaucoup de gens désespèrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, putain, c'est foutu, on n'arrive plus à avancer sur le climat, sur les questions sociales. Et donc, j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, c'est lui qui a fait le bouquin Indignez-vous, qui était un livre qui a donné de la force à beaucoup de gens. Et quelques jours avant de mourir, Stéphane était dans son lit. Il avait voulu qu'on se voie. Il m'avait raconté sa vie qui était magnifique. Et il m'avait dit, Pierre, il faut tout faire pour lutter contre le désarroi, contre le désespoir. Il faut dire aux gens qu'on a connu des systèmes monstrueux et on a pensé que ces systèmes étaient là pour l'éternité, mais les citoyens se sont levés et ont gagné. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud, le racisme institutionnalisé, l'horreur et la fin de l'apartheid. On a connu le mur de Berlin et la fin du mur. Et j'y pense parce que pour moi, j'ai fini mes études à Sciences Po, ça ne nous rajeunit pas, mais en 89. Et en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne, à Sciences Po Paris, expliquait que le mur de Berlin était encore là au moins pendant 50 ans. C'était le meilleur spécialiste, donc on n'avait pas le droit de rigoler. Donc ça, c'était en avril 89. Et 5 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et sur la photo, tu vois que c'est des jeunes... Trompé de zéro. Oui, mais tu vois, ce que veut dire, c'est que beaucoup de gens désespèrent parce qu'on dit, merde, Bruno Le Maire, il fait rien, Macron, il fait rien, Olaf Scholz... Mais en fait, le pouvoir est là, on peut le faire. Et donc, tout le monde dit que Helmut Kohl et Gorbatchev ont eu un rôle important. Effectivement, mais ce n'est pas Helmut Kohl et Gorbatchev, les leaders russes et allemands qui ont fait le mur, ont fait tomber. C'est le peuple. Tu vois, là, c'est le peuple. C'est des gens comme toi et moi qui n'en pouvaient plus en disant, putain, je n'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureux. Et ce mur de Berlin fout en l'air ma vie. Au début, ils sont 3 ou 4 à parler dans une cave comme ici. Ils boivent un coup, ils dînent ensemble. Ils sont 3, ils sont 30, ils sont 3000. Ils se sont dit, j'ai juste envie d'être heureux et je vais faire tomber ce mur. Et on voit, la photo est magnifique, en particulier des jeunes qui poussent physiquement le mur en disant, j'ai envie d'être heureux dans ma vie. Donc aujourd'hui, c'est pas le mur de Berlin donc les grands chefs politiques n'ont pas pris la décision. C'est des gens comme toi et moi qui se sont mis en mouvement et sans une goutte de sang, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et aujourd'hui, on se heurte à un système économique et social qui fout en l'air nos libertés. Des millions de gens n'ont pas une vie digne et qui fout en l'air notre avenir. Donc la question est de savoir comment on s'organise pour faire tomber ce mur et le remplacer par un truc beaucoup plus convivial, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus durable. Et c'est le logiciel, tu penses ? Quand quelqu'un balance un discours, allez, on va motiver tout le monde. Mais pourtant, la croyance est toujours à cette fameuse croissance exponentielle. Ça veut dire qu'ils ont peut-être appris, tu sais, je reviens vite fait sur l'intelligence. Ils ont appris dans un contexte d'une intelligence basée sur un logiciel précis. C'est comme s'ils étaient sur Windows, alors qu'en fait, ils devraient passer à Linux. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il y a une très belle phrase de Albert Einstein. Et des ordinateurs ne sont pas prêts à switcher de système. Hein, mais vas-y, je t'écoute. Les ordinateurs évoluent peut-être plus vite que nos responsables politiques. Mais, je veux pas être, mais il y a une phrase d'Albert Einstein qui disait « Le plus compliqué n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais c'est d'enlever les idées anciennes qui sont dans les cerveaux de tous ceux et celles qui ont été formés à la même époque. » Voilà. Donc, quand toi et moi, on voit quelqu'un et qu'on lui explique les limites de la croissance, y compris, je suis arrivé sans mes graphiques aujourd'hui, mais on pourrait montrer l'évolution de la croissance depuis 50 ans en France ou en Allemagne. Quand je suis face à un ou une responsable politique, il voit la réalité, il comprend. Mais le rendez-vous suivant, il revient dans le mainstream avec des gens qui ne parlent que de croissance, de croissance, de compétitivité. En fait, c'est comme si on retournait naturellement. Je veux dire, demain, je prends une habitude, mais il suffit qu'un contexte change dans ma vie pour retourner à quelque chose dans lequel je me suis on va dire auto-suggéré, j'ai auto-fonctionné. En fait, tu reviens vite à ce que tu as appris, à ta programmation initiale. Tout à fait. Je crois qu'on est tous comme ça. Je crois même que chimiquement, ça doit s'expliquer dans notre cerveau, que ce qui est des chemins neuronaux. Oui, mais l'inverse est complètement possible. Hein. Mais peut-être que parfois, toi, tu m'as expliqué là juste avant, on vient de faire connaissance, comment le Covid-19, c'était l'occasion pour toi de réfléchir à ce que tu voulais faire de ta vie, et tu as pris des décisions. Ton niveau de vie financier a nettement diminué, mais peut-être que tu es plus... Aidez-moi sur Tipeee d'ailleurs. C'est l'occasion de l'aider sur Tipeee, je confirme. Voilà, vraiment, c'est Tipeee, Utip et Palmi, le lien est en dessous dans la description, ça permettra de sauver le média. Merci. Oui, parce que ni Total ni Shell ne vont l'aider, donc... si, alors figure-toi que si. Ah bon? Je te jure, ils m'ont follow sur Twitter l'année dernière. Patrick Pouyanné. Et non, en fait, on m'a proposé via une agence de com, non, c'est petit aparté, de bosser, de faire un projet. Et puis je dis, mais attendez, c'est quoi ce projet qui rassemble des jeunes, parce que je fais beaucoup de trucs avec les jeunes, qui rassemble des jeunes autour de l'écologie. Alors je demande de quelques détails, et puis je vois qu'il y a Total dedans, je fais, allez, bye bye. Mais voilà, c'est eux qui ont l'argent. Ils sont terribles. Mais je leur dis non quand même. Mais voilà, mais très bien. Je veux dire que oui, donc la plupart de nos dirigeants
Honnêtement, d'abord, je crois qu'ils s'en foutent des questions sociales. La plupart vivent très 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 bien. Je vois, moi je suis député, je suis à plus de 6 000 euros par mois. Et il y a vraiment le risque d'oublier ce qui est la vie normale. Je gagnais plus que toi à une époque. Non, mais moi, il se trouve que j'ai un de mes frères qui est handicapé, il se trouve que ma belle-mère était Ouais, femme t'as de pas ménage. justifié, Non, mais ce que c'est dire pour moi, c'est qu'en permanence, quand je parle des retraites, c'est pas un problème théorique, c'est pas un problème de thermostat. Pour moi, quand je parle des retraites, vraiment, à chaque fois que je parle des retraites, c'est l'exemple, on partait faire un réveillon le 31 décembre, tu vois, et on s'arrête au bout de la rue pour acheter une bouteille de champagne en disant on va chez des copains, mais on veut vraiment qu'il y ait de quoi boire pendant toute la soirée et toute la nuit. Et devant moi, il y a une vieille dame qui, pour son réveillon, elle achetait des carottes râpées sous cellophane, tu vois, et elle prenait quelques pièces jaunes et quelques pièces rouges pour vérifier qu'elle avait assez d'argent. Donc pour moi, vraiment, c'est pas pour faire semblant, c'est qu'à chaque fois que je parle du dossier des retraites, quand je vais à un meeting pour m'opposer à la réforme des retraites de Macron, je pense à cette dame. Pour elle, le réveillon du 31 décembre, c'est se faire chier tout seul chez elle en mangeant des carottes râpées. Voilà, donc il y a évidemment un problème de revenus, mais c'est un problème de société. Est-ce qu'on est capable de construire une société plus conviviale, où il y a de moins en moins de gens qui sont seuls et que tout le monde est... voilà. Je ne veux pas partir sur tous les sujets, mais j'étais très copain avec Michel Rocard, et quand Michel Rocard devient Premier ministre, il fait un grand discours. Beaucoup de gens pensent que Rocard est un techno qui a fait le RMI, la CSG sur des questions de fiscalité. Mais en fait, les derniers mots de son discours, quand il explique son projet, c'est un pays qui retrouve le goût de la fête. Un pays qui retrouve le goût de la fête. Donc je pense qu'il faut en même temps lutter contre le dérèglement climatique, lutter contre la précarité, mais avoir comme boussole non pas seulement d'éviter la catastrophe, mais le droit au bonheur. Le fait qu'on doit vivre, on doit construire une société où chacun et chacune a une vie digne, où on évite le chaos climatique, mais où il y a un niveau de convivialité qui fait qu'on peut retrouver le droit au bonheur et le droit à la fête. Le facteur humain, le garder au centre des choses. À coup sûr. Non, mais complètement. Et du coup, quand tu t'as croisé, il me semble, Pouyanné il n'y a pas longtemps. C'est un ami. Non, je rigole. Enfin, en même temps, sans mentir, j'ai une action. On élève les cochons ensemble. En même temps, j'ai quand même une action de Total pour aller m'exprimer à la prochaine Assemblée Générale. C'est vrai? Oui. Bon, la grille pas maintenant. Donc, hein, le costume, ça ne fait pas le bourgeois, mais quand même, j'ai une... Non, oui, M. Pouyanné, quand même, comment dire publiquement. Je sais que je l'ai déjà beaucoup énervé plusieurs fois. Mais oui, j'ai vu une vidéo où tu as été lui poser 2-3 questions et ça l'agaçait. Et même une fois, on avait demandé rendez-vous avec Jean Jouzel. Jean Jouzel est un des plus grands climatologues français. Et il y a un an, avant l'Assemblée Générale de Total, on avait demandé un rendez-vous. Et le conseiller politique de Pouyanné m'appelle en disant Pierre, Patrick est à l'étranger, mais il m'a demandé de m'occuper, que tu as un rendez-vous, est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine? Bon, j'étais très content et au moment, donc je reviens depuis Bruxelles pour me retrouver au siège de Total à la Défense, et au moment où j'arrive physiquement, et le conseiller politique de Pouyanné me dit que le rendez-vous est annulé, parce que ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux avait beaucoup énervé Patrick Pouyanné, le pauvre. Voilà, j'ai juste dit que leur action est criminelle, et je le redis ici. Et surtout qu'on sait que depuis 71, 71, dans le journal interne de Total, il était question du dérèglement climatique et de ses effets potentiellement catastrophiques. Donc que monsieur et madame tout le monde, peut-être il y a 30 ans, n'avaient pas tout compris, que monsieur et madame tout le monde, peut-être il y a 20 ans, n'avaient pas tout compris. Et puis on parlait beaucoup de couche d'ozone à ce moment-là, hein. C'était le gros sujet. Hein. Oui, tu as raison, mais il y avait la couche d'ozone, mais ça permet aussi de montrer que quand il y a une action collective, en gros, on a réglé quand même le problème du trou dans la couche d'ozone. Donc ça montre qu'il y a quand même des progrès qui sont possibles et qu'il y a des fois, on arrive à faire reculer certains lobbies. Mais sur la question du CO2, du fait que plus on brûle de pétrole et de gaz et plus on fait du CO2, eh bien, les gens de chez Total étaient au courant en 71. On a la preuve écrite qu'en 71, ils étaient au courant. Et j'ai retrouvé une vidéo, l'autre jour, j'étais chez Élise Lucet, je ne sais pas s'il m'a vu, parce qu'Élise Lucet a fait toute une émission sur le pipeline. Et du coup, j'ai regardé une ancienne émission d'Élise Lucet il y a 4 ou 5 ans, où il y avait une vidéo où on voyait Patrick Pouyanné à Sciences Po il y a 5 ans, et qui dit... Notre modèle 3,5 degrés. Nous, notre scénario à nous, je ne sais pas si on le publiera, c'est un réchauffement de 3 ou 3,5 degrés. Et elle dit ça sans pression, alors que cette température-là, on est bien d'accord, c'est cataclysmique. C'est une honte. Là, aujourd'hui, on se parle en 2023, le réchauffement est seulement de plus 1,1 degré, plus 1,1 degré, et déjà, le nombre d'événements climatiques extrêmes a triplé. Déjà, il y a eu 200 morts en quelques heures en Belgique à cause des inondations. Déjà, l'autre jour, quand je suis arrivé en Ouganda, à la une des journaux, c'était 900 personnes qui sont mortes. À la une des journaux, quand on a commencé nos 9 jours en Ouganda, 900 personnes mortes de faim en Ouganda. Donc, le réchauffement est seulement de 1,1 degré et on a des catastrophes partout. Et Pouyanné nous explique que son scénario à lui, je ne sais pas si on le publiera, mais c'est plus 3 ou plus 3,5 degrés. Mais j'ai honte pour lui et je pense que ses enfants vont le détester. Mais en fait, c'est ça, c'est comme si tu étais devant une assemblée et que tu disais « Salut tout le monde, je suis responsable d'une industrie qui déchire la planète Terre, qui nous tue. Et visiblement, on a évalué que
il y a une bonne partie de la population mondiale qui va y passer. Voilà, allez, bonne journée. Et puis, En fait, on se rend pas compte du cynisme du truc. C'est un gros doigt d'honneur à toute la démocratie, quand même. Quand tous les chefs d'État, pardon de te couper, mais tous les chefs d'État de la planète sont retrouvés à la COP 21, ce qu'on appelait l'accord de Paris, et tout le monde, ils ont passé des semaines à négocier, dit on va tout faire pour limiter à 1,5 degré, on va tout faire pour, évidemment, ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement, mais même tout faire pour limiter à 1,5 degré. Bon, c'est du blabla, mais en tout cas, c'est l'accord signé par tous les chefs d'État, et juste, c'est un énorme doigt d'honneur de Patrick Pouyanné. L'ensemble des chefs d'État de la planète veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et moi, Patrick, je veux rassurer mes actionnaires, on continuera à vendre du pétrole et du gaz et on va aller vers un réchauffement de 3 ou 3,5. Mais c'est obscène. Et de même que quand le Parlement européen lui demande de venir, donc on est allé 9 jours en Ouganda avec quelques collègues parce que des ONG nous avaient alertés sur ce pipeline catastrophique, sur le fait qu'ils veulent faire des trous pour prendre du pétrole dans un parc naturel et qu'il y a 100 000 personnes dont la vie quotidienne est foutue en l'air parce que Pouyanné, c'est des paysans. Mais non, ils ont des ruches vides. Pardon, on en parlera. Donc, on est allé 9 jours avant de se prononcer. On est allé sur place. On a rencontré tous ceux et celles qui s'opposent au pipeline. Mais on a quand même passé 4 jours avec les gens de Total Energy. Et puis, au retour, on a fait voter une résolution, y compris la droite du Parlement. Ça a été Total a tout fait pour faire péter cette résolution. Le gars, moi, je négociais pour mon groupe, les sociaux-démocrates, mais celui qui négociait pour la droite a dit qu'il n'avait jamais vu une telle pression sur lui. Patrick Pouyanné a foutu le bordel dans les discussions 24 heures avant pour bloquer le Parlement. Et Pouyanné ne refuse de venir devant. Il nous a dit que la résolution, le texte voté par le Parlement était truffé d'erreurs. Mais quand on lui demande de venir passer 1 heure pour nous expliquer sa vision des choses, il refuse. Et après ça, quand je le croise à Sharm el-Sheikh, il refuse. Donc ce gars refuse. S'il avait de bons arguments, s'il y avait de vraies raisons de faire ce pipeline, eh bien, il devrait dire « je viens m'expliquer devant 1 heure, devant le Parlement ». Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, il y a beaucoup de gens qui seraient très heureux d'avoir 1 heure pour expliquer leurs idées devant le Parlement européen. Non, ce monsieur n'en a rien à foutre de la démocratie. Donc, il n'en a rien à foutre de l'accord de Paris. Quand tous les chefs d'État demandent essayent de limiter le réchauffement à 1,5 degré, Pouyanné n'a rien à foutre. Il dit « mon scénario, c'est 3 ou 3,5 degrés ». Quand le Parlement européen vote une résolution pour lui demander de stopper le pipeline ou au minimum de l'arrêter parce qu'il y a vraiment un risque ça passe par le lac Victoria, voilà, je veux dire, c'est une zone très sismique, grave. c'est la région des Grands Lacs. Si c'est la région des Grands Lacs, c'est parce que la plaque africaine se casse en deux. Donc il y a plusieurs problèmes. Est-ce qu'il faut encore faire du pétrole, un pipeline de pétrole lourd qui va faire 34 millions de tonnes de CO2 chaque année? Premier problème, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce pétrole? Est-ce qu'il faut foutre en l'air le parc naturel? C'est un endroit magnifique. Churchill était tombé amoureux de ce coin en disant il y a des girafes, des lions. Churchill avait dit c'est la perle de l'Afrique. Eh bien, c'est dans la perle de l'Afrique que Pouyanné veut tout foutre en l'air avec ses Caterpillars. Et en plus, le pipeline au début devait passer par le Kenya, ce qui était plus court pour aller vers l'océan, puisque tout est fait pour l'exportation. C'est 0 pétrole pour la population locale et 100% pour l'exportation. Et au début, ça devait aller, la ligne la plus droite, c'était passer par le Kenya. Mais le Kenya est un pays démocratique. Et si tu veux foutre dehors les paysans, il faut peut-être leur donner des sous pour qu'ils continuent à vivre dignement. Donc M. Pouyanné préfère faire un trajet plus long, mais qui passe dans une zone très sismique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le Parlement, même la droite du Parlement, demandait qu'on arrête définitivement le projet et qu'on parte sur des énergies renouvelables, ou au minimum, si le Total s'obstine, qu'on fasse un trajet qui est moins dangereux, avec moins de risque de casser, puisque c'est une région sismique, et que si le pipeline se casse, il y a un risque de pollution, et le lac Victoria, il y a 40 millions de personnes qui dépendent de l'eau. Et Pouyanné M. Pouyanné n'en a juste rien à faire. Donc ce gars-là refuse les accords de Paris, refuse de s'expliquer devant le Parlement européen, et même quand des actionnaires, même ils ne respectent pas la démocratie actionnariale, quand des actionnaires voulaient déposer une résolution pour dire ce projet est vraiment catastrophique, on demande de le stopper. Donc même ses propres patrons. Pouyanné a refusé de soumettre au vote. Donc, mais même la démocratie actionnariale, il a refusé de soumettre au vote le texte de certains actionnaires néerlandais qui disaient il y a des choses J'étais bien... minoritaire. Oui, mais du coup, s'il était sûr que... Pourquoi moi, je n'ai pas peur du débat démocratique. Moi, je ne refuse aucune invitation ou que j'aille en débat. Je crois que le projet que je défends tient la route. Non, donc, si M. Pouyanné était sûr de sa stratégie, pourquoi est-ce qu'il bâillonne des actionnaires et pourquoi il refuse de soumettre au vote certains textes actionnaires? Mais alors, du coup, son action à lui, c'est qu'il se dit, tant pis, après moi le déluge, je veux vivre ma best life, j'ai ma vision de la vie. Je veux dire, ce mec est d'un cynisme, et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas patron de tellement d'autres entreprises. On dirait qu'ils se disent juste mes intérêts personnels, ma vie, mon état et ce que je vis actuellement maintenant, ma vision de la vie et le reste, allez tous mourir, allez tous crever, je serai plus là. Je crains que tu as raison, c'est un cynisme total, j'aimerais
pas me retrouver dans sa tête quand il fera le bilan de sa vie. Un jour, il fera le bilan de sa vie. Mais il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Hein. Je sais pas, mais je ne veux pas juger. Mais certains, le jour j'étais chez les jeunes du Réveil écolo qui me disaient que je sais pas quelles sont les relations entre M. Pouyanné et ses enfants. Je ne sais pas, c'est pas mon. Je sais pas, voilà. Non, mais honnêtement, j'en ai honte pour lui. J'en ai honte pour lui, surtout qu'ils ont conscience. Ils ont changé le nom. Maintenant, il s'appelle Total Énergie. Les 3 fois où j'ai eu le conseiller politique de Pouyanné au téléphone, à chaque fois, il me dit « Pierre, arrête de me parler de ce projet en Ouganda, ça n'est pas conforme avec notre stratégie, on a changé, maintenant on s'appelle Total Énergie au pluriel, on va vers les renouvelables. » Je lui ai dit « Et ce projet date d'il y a 10 ans ?» Je lui ai dit « Si ce projet date d'il y a 10 ans et n'est pas en ligne avec votre stratégie, stop ce projet merdique. » Donc maintenant, 100% de la communication de Total Énergie, c'est les renouvelables. Quand tu arrives à la gare de Bruxelles midi, tu vois des énormes panneaux Total Énergie, c'est des vaches qui broutent d'un près, c'est des familles heureuses, c'est l'hydrogène propre. Voilà, donc 100% de la communication de Total, c'est sur les énergies renouvelables, mais c'est moins de 15% de leurs investissements en réalité. C'est encore un mensonge. Et donc quand tu dis il n'est pas le seul, c'est vrai, mais c'est quand même un des pires. J'ai vu, il y a une ONG qui fait un travail très très sérieux de recenser tous les projets, ce qu'on appelle les décisions finales d'investissement. Quand tu vas lancer un gisement de gaz ou de pétrole, évidemment, tu dois le déclarer, tu as des calculs économiques. Enfin, et donc il y en a qui font le bilan de tout depuis 2 ans. Depuis qu'il y a eu l'accord de Paris, quand tu vois les 8 principales entreprises pétrolières au niveau mondial, tu as Total, tu as Shell, tu as Exxon, tu as les autres BP. Et Total, je crois, l'an dernier, de mémoire, était la pire au niveau mondial. Et pour les 3 prochaines années, c'est la deuxième la plus pire. Je ne sais pas comment dire en français, voilà. Donc c'est quand même, ils sont catastrophiques. Et si tu fais le rapport entre les investissements qu'ils veulent faire dans le pétrole et dans le gaz par rapport à leurs chiffres, ils sont sans doute vraiment le pire. Attention, je vais me mettre en mode avocat du diable. Bon, Pierre, le pétrole, c'est ce qui soutient l'économie aujourd'hui. C'est important. Est-ce que la stratégie de Total, justement, n'est pas d'essayer de pouvoir faire en sorte de maintenir une sorte de cohésion, de pouvoir maintenir un système à flot? Alors, je sais pas, je crois que Total, ils vendent ça un peu partout dans le monde, notamment à la France. Mais est-ce que si maintenant, demain, les activités Total s'arrêtent ou de toutes les énergies fossiles s'arrêtent du jour au lendemain, est-ce qu'on est prêt je veux dire, c'est l'économie qui se repose là-dessus, c'est notre alimentation, c'est tout. Personne ne dit qu'on peut demain arrêter tout le pétrole et le gaz. Comme à cause de Total et d'autres lobbyistes, on a perdu du temps. J'avais dit, le commissaire européen qui en 92, en 92, voulait faire une ville sans voiture, aller progressivement, tranquillement, développer des transports en commun efficaces, développer des vélos, développer des voitures moins lourdes. Comme depuis 30 ans, les lobbies nous ont empêchés de faire cette métamorphose tranquille. Aujourd'hui, en 2023, ce serait ridicule de dire on arrête complètement. Mais ce que dit, par contre, ce n'est pas juste Vincent et Pierre dans une salle sympa, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui, en mai 2021, il y a presque 2 ans, la plus grande agence sur les questions de pétrole, qui même il y a 20 ans, on disait que c'était le porte-parole du lobby du pétrole. Et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, en mai 2021, a sorti un rapport qui a fait énormément de bruit et qui dit on a assez de pétrole et de gaz avec ce qui est déjà exploité pour les 20 ans qui viennent. Il faut faire des économies, des politiques de sobriété, isoler les maisons, faire des transports en commun, et on n'a plus besoin de nouveaux forages de pétrole et de gaz. Donc c'est ça qui énerve Total. C'est pas juste 3 écolos dans leur coin, c'est pas un climatologue et Greenpeace qui dit ça, c'est même l'Agence internationale de l'énergie qui dit on peut vivre bien. Il ne s'agit pas de vivre, de grelotter de froid et de faire 100 km à pied quand on va voir son cousin ou sa cousine. L'AIE dit on a assez avec le pétrole et le gaz déjà exploités et en mettant en place des politiques de sobriété et en développant des forages qui sont déjà existants. Avec des forages qui sont existants. Pas besoin de nouveaux forages. Il n'y a pas besoin. Donc quand Total veut faire des trous dans un parc naturel en Ouganda, quand Biden veut aller en Alaska faire des nouveaux, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin, sauf à dire qu'on n'en a rien à foutre du climat et qu'on refuse toujours et encore et toujours de faire les politiques de sobriété, d'efficacité. J'ai retrouvé l'autre jour en France, en 2007, il y a eu le Grenelle de l'environnement. 3 mois de débats passionnants avec des climatologues, des chefs d'entreprise, des gens de droite, de gauche, des élus locaux, des associations. Et la conclusion qui faisait consensus, c'est on fera 400 000 vraies rénovations thermiques chaque année. 400 000 rénovations, parce que c'est bon pour les gens. Ils auront moins chaud l'été, moins froid l'hiver. C'est bon pour leur portefeuille. J'ai vu l'autre jour quelqu'un, on a isolé son HLM, il dit je gagne en confort et j'économise 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Tu vois, ça compte pour tout le monde, mais encore plus une famille modeste, gagner 800 € sur les dépenses de chauffage, ça fait du bien. Oui. Donc en 2007, consensus pour dire qu'il faut faire chaque année 400 000 vraies rénovations. Et là, l'enquête de France 2 qui est sortie il y a quelques jours dit qu'on est à 13 000 vraies rénovations. Seulement ? Voilà.
Donc tu imagines, je ne suis pas bon en maths, mais si on avait commencé en 2007 à faire 400 000, la première année, peut-être qu'on n'aurait pas fait 400 000, il y avait des problèmes de formation, peut-être qu'il faut prendre 1 an ou 2 pour la formation, c'est un vrai problème. Bien sûr, c'est un vrai sujet, mais c'est aussi un cercle vicieux. Si tu n'en fais pas une priorité, et nous, si on se bat pour avoir des financements européens, si je me bats pour avoir une taxe sur la spéculation, c'est pour qu'il y ait des aides. Parce que si on isole une vraie isolation, c'est à peu près 30 000 euros pour faire les travaux. Tu ne vas pas demander à chaque Belge ou à chaque Français de trouver 30 000 euros. Donc il faut qu'il y ait des aides massives. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du Parlement, on se bat pour avoir une taxe sur la spéculation, pour que ce n'est pas pour payer plus les députés ou payer plus les fonctionnaires. C'est pour que chaque famille en Belgique, en France, en Espagne, en Pologne, qu'on puisse dire il y a une obligation d'isoler. Dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés. Ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas peut-être que oui, peut-être que non. Maintenant, il faut que dans 20 ans, tous les bâtiments soient isolés, mais vous aurez une aide, au moins 90%, 90% du coût de la rénovation sera financé par une aide que vous n'aurez pas remboursée. Et donc ça, si tu donnes l'obligation, si tu as un cadre légal qui dit dans 20 ans, tout le monde doit avoir isolé, et si tu mets des aides, des subventions, des subsides massives, eh bien, il faut régler les questions de formation. Il faut être sûr qu'on a des gens compétents pour faire le diagnostic et des gens compétents pour faire les travaux. Mais si tu as ces aides massives et cette obligation, là, ça peut dépoter. Et tu vas y arriver à tes 400 000 ou à 500 000 rénovations chaque année en France. C'est ça, il faut que ce soit donc, une grosse prise de décision. Le besoin de pétrole, quand pardon si je suis trop long, Vincent, quand M. Pouyanné explique que le Parlement européen dit n'importe quoi, on ne peut pas stopper ce pipeline, ces deux arguments, il n'y a pas de mot poli, ces deux arguments fragiles, on va dire, c'est si ce n'est pas nous qu'on le fait, ce sera les Chinois. Et puis, de toute façon, la demande mondiale, on me demande du pétrole. Donc, moi, je suis juste un bon petit serviteur. Je donne du pétrole. Je suis là pour rendre service, nous explique M. Pouyanné. Et donc, nous, on dit qu'il ment sur ces deux arguments. L'argument, si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera les Chinois. Ce n'est pas vrai. Quand j'étais à Sharm el-Sheikh l'autre jour, j'ai passé plus d'1h30 avec la ministre ougandaise pour dire écoutez, on sait pourquoi vous faites ce pipeline. C'est pas vous qui avez envie de foutre en l'air votre parc naturel. Non, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. C'est le dictateur Museveni, quand le vote du Parlement les a beaucoup énervés, et Museveni a dit c'est M. Pouyanné qui m'a convaincu de faire ce pipeline et qui nous a promis de l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire un système d'éducation nationale gratuit. Et c'est un vrai sujet. C'est bien sûr. Pour faire un système d'irrigation plus efficace. Ils auront bientôt trop d'électricité avec des grands barrages. Ils veulent faire un système d'électricité pas trop cher. Donc quand on était en Ouganda, puis quand j'ai vu la ministre pendant plus d'1h30 je lui ai dit, on a très bien compris pourquoi vous avez besoin d'argent, mais si vous acceptez de laisser le pétrole dans le sol, nous, l'Europe, on pourra vous donner de l'argent. Monsieur Pouyanné vous a peut-être promis 0,5 milliard chaque année pendant 25 ans. Eh bien, l'Europe pourra vous donner cet argent. Et on n'est pas parti de rien. En fait, c'est un cadre de Total. Dans la stratégie, Non, mais un cadre de Total qui m'avait dit Pierre, vous devriez retrouver le discours de Raphaël Correa. Je ne donnerai pas son nom, mais parce que sinon ce monsieur va se faire cramer par Pouyanné. Mais c'est un cadre de Total qui, une fois dans une discussion, m'a dit mais en fait, la solution, vous devriez retrouver ce qu'avait dit le président de l'Équateur en 2007, un certain Raphaël Correa. Il avait dit j'ai du pétrole dans le sous-sol, sous le parc naturel des Yasuni. Ouais. Si j'y renonce, je perds 9 milliards. Payez-moi 10 milliards. Non, il a dit beaucoup plus modeste, si la communauté internationale me donne la moitié, 4,5 milliards, je peux renoncer au pétrole. Et donc pendant 3 ans, lui, Raphaël Correa, et sa ministre, Maria Fernanda Espinosa, ont négocié un truc très intelligent. J'ai récupéré le document, 14 pages, qui dit voilà, si on laisse le pétrole dans le sol, combien la communauté internationale nous donne, comment on vérifie, chaque année, comment on vérifie qu'on ne se l'est pas foutu dans la poche et que c'est bien allé sur la biodiversité ou sur l'éducation. Donc 3 ans entre 2007 et 2010 de négociations géniales. Et puis Raphaël Correa fait la tournée de tout le monde en disant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre de l'argent? Et tout le monde lui dit va te faire voir, c'est pas notre priorité. Et simplement, j'ai eu la chance de voir Raphaël Correa, qui maintenant vit en Belgique, et Maria Fernanda Espinosa, son ancienne ministre. Et les deux me disent que peut-être qu'en 2010, c'était pas mûr, mais qu'en 2023, les gens peuvent comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat pour une taxe sur la spéculation. Donc, les deux raisons de Pouyanné pour dire qu'il veut faire son pipeline, c'est si c'est pas nous, ce sera les Chinois. Ben non. Si on donne de l'argent au gouvernement ougandais, si le gouvernement peut avoir de l'argent pour l'éducation nationale et pour l'électricité, il sera sans doute d'accord pour laisser le pétrole dans le sol, si on lui donne la même somme et même peut-être plus vite. Si l'Europe met l'argent sur la table, ça peut aller plus vite que si l'argent vient du pétrole. Et deuxième argument de M. Pouyanné, de toute façon, la demande de pétrole continue d'augmenter. C'est vrai seulement parce que les lobbies nous empêchent de faire des vraies politiques de rénovation thermique et de transport en commun. Mais si on met de l'argent pour faire pardon si je suis trop long, mais si on met de l'argent pour faire la rénovation thermique et les transports en commun, les gens sont très contents au lieu de faire la queue dans des bouchons, que ce soit en Belgique ou en France. Il y a plein de gens qui, s'il y a des transports en commun efficaces et pas trop chers, seraient très heureux d'être dans un transport en commun plutôt que de payer très cher leur voiture et d'être dans des embouteillages tous les matins. Mais c'est excellent. En fait, moi, je m'attendais tellement pas du tout
à ce que tu sois aussi précis sur les actions, parce que souvent, Parce que je suis français. What do you want? You want I go back to my Pyrénées? Oui, mais c'est du racisme anti-français. You come from Pyrénées. Non, c'est génial de voir autant de précision et d'idées, de voir en fait que il y a vraiment des plans d'action qui sont possibles à mettre en place. Maintenant, quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui fait partie du peuple, et attention, les gens nous regardent beaucoup de France, ils nous regardent aussi du Maroc, ils nous regardent du Sénégal, ils nous regardent du Québec, toute la francophonie du monde entier. Quand on regarde nos stats, on est quand même content de voir que le Maghreb nous regarde beaucoup aussi. Bravo. Du coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Alors, ceux et celles qui sont en Europe pouvaient déjà nous aider, puisque c'est une des premières solutions, c'est qu'on taxe la spéculation au niveau européen. Donc, y compris le Parlement européen. Donc, en septembre, j'ai réussi avec des amis à ce que le Parlement européen vote une résolution pour dire on stoppe le pipeline. Voilà. Et là, le 16 février, on a voté une résolution qui dit on veut une taxe sur la spéculation avant la fin du mois de juin. Spéculation sur quoi? Sur les marchés financiers? C'est très facile à expliquer. La taxe sur la spéculation, c'est que tous, on paye de la TVA. Le taux normal, quand tu achètes une coupe, c'est 20%. Et même, l'autre jour, je disais que même les plus pauvres... Chez nous, 21. 21. Okay. En Belgique, t'inquiète. 21%, OK. Et l'autre jour, je montrais dans l'hémicycle une boîte de raviolis, en disant même les plus pauvres, ceux et celles qui dorment dans la rue, quand ils ont récupéré 5 € pour les sachets de quoi manger, un sandwich, une boîte de raviolis, ils payent 5,5% de TVA. Donc tout le monde en Europe paye 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Zéro la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchés. Donc le Parlement européen, pas seulement moi, c'est une idée qui vient de James Tobin, autrefois on l'appelait la taxe Tobin, c'est une petite taxe à 0,1% sur tous ceux et celles qui achètent des actions et des obligations, tous ceux qui vont sur les marchés financiers. Et donc c'est une toute petite taxe, 0,1%, mais tous les jours tu prends 0,1, 0,1, 0,1, et à la fin de l'année tu as 57 milliards. Voilà, c'est les chiffres de la Commission européenne. Ce n'est pas un monsieur très à gauche qui l'a proposé, c'est Barroso en 2011. Depuis, il est parti chez Goldman Sachs. Donc, tu vois, c'est pas... Barroso, il est chez Goldman Sachs? Oui, ce qui n'est pas très brillant. Ce sera le sujet de notre émission. Est-ce que c'est normal en démocratie que le gars qui était président de la Commission pendant 10 ans aille chez Goldman? Voilà, donc c'est juste pour dire que ce n'est pas un communiste rouge avec le couteau, voilà, et que sa proposition, il y a des propositions plus punchy. 0,01%. 0,1% sur les actions et 0,01% sur d'autres produits financiers. Voilà, donc... Et l'autre jour, j'ai passé une heure avec un conseiller d'Emmanuel Macron et je lui ai apporté les 1500 pages, c'était pas très écolo, mais j'avais imprimé les 1500 pages d'études d'impact pour dire on en parle depuis 2011, tout est prêt, il n'y a même pas besoin de l'unanimité, il y a ce qu'on appelle une coopération renforcée et pour le moment, le seul pays qui bloque, c'est la France. Donc hier, j'étais à l'Assemblée nationale en France pour interpeller, comme on dit gentiment, Bruno Le Maire, en disant tous les autres pays sont d'accord. Le conseiller d'Angela Merkel, une fois, je ne vais pas raconter ma life trop longtemps, mais quand j'étais rapporteur général du budget, ça fait sérieux, j'allais régulièrement à Berlin avant le Covid, et je me souviens le conseiller d'Angela Merkel qui disait « Pierre, ce n'est pas la peine d'insister, je suis un fan, mot à mot, je suis un fan de la taxe sur les transactions financières. Je vous rappelle qu'Angela Merkel est allée à Londres en 2014 pour dire aux Anglais « Shut up ». Arrêtez de nous casser les pieds, arrêtez de tout bloquer. Les Anglais ont maintenu, c'est pour ça. Mais maintenant, il y a le Brexit, donc les Anglais ne sont plus là pour nous casser les pieds. Et les seuls qui bloquent, c'est la France. Mais y compris dans l'équipe, y compris des députés proches de Macron, disaient hier que ça devient ridicule que la France bloque ça, parce qu'on a besoin d'argent pour le climat chez nous, pour faire des politiques de rénovation, pour faire des politiques de transport en commun, et aussi pour aider les pays du Sud, et aussi pour éviter les délocalisations. Ça fait depuis 2011 qu'on parle de la taxe sur la spéculation. Le lobby bancaire passe son temps à le repousser. Aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire et Emmanuel Macron qui sont les porte-parole du lobby. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens sont d'accord. Même une fois avec Cyril Dion, on avait été reçu par le pape François il y a 2 ans. Même le pape nous avait dit qu'il était d'accord avec nous. D'ailleurs, je conseille que vous soyez catho ou pas catho, de lire le dernier bouquin du pape qui est assez passionnant. Il y va à la hache, il raconte sa vie, il raconte même comment à un moment il a pris la grosse tête et que les jésuites l'ont envoyé dans un endroit pour qu'il se calme un petit peu. Quand ici des économistes, c'est presque toujours des femmes, tu devrais conseiller à ta femme de lire ce bouquin. Et il raconte comment un système économique, il a des pages pour dénoncer la violence du système économique actuel. Il y a un système où l'argent devient une idole et où l'argent écrase tout. Il y a des religion est la grande religion de ce monde. Oui, mais bien sûr. On est bien d'accord, mais c'est le pape qui l'écrit, qui dit que ça devient une idole et que l'argent domine tout et fout en l'air la cohésion sociale. Il y a des millions de pauvres, des millions de précaires, on fout en l'air la planète. Il ne te dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent, mais le pape dit ce système, c'est le fumier du diable. Le fumier du diable, ça veut dire que ça sent pas très bon. Voilà. Et le pape nous a dit qu'il fallait faire la révolution. Le pape dit qu'après la crise financière en 2007-2008, on avait dit qu'on allait tout changer. Et en fait, on n'a quasiment rien changé. On a fait pire. On voit même qu'il y a une banque là encore on se demande s'il n'y a pas des banques. Oui. Donc le pape nous dit qu'il faut faire la révolution et je crois effectivement qu'il y a besoin
d'une révolution non violente, mais d'un changement assez radical de nos modes de vie. Donc ça doit se passer. Nous, je compte sur vous, la France, parce que vous êtes des révolutionnaires dans l'âme. Nous, la Belgique, le moment où on est dans la rue, c'est parce qu'on n'a pas de PQ ou qu'on n'a pas de frites. Comment je nous représente? C'est quand même lamentable. Les Belges sont appréciés. Ah ouais, on va couper le montage. On va l'assumer, on va le garder. Non, nous, on est beaucoup dans l'art du compromis. On est flamand, francophone, et donc on n'est pas vraiment beaucoup du genre à aller dans la rue en mode on n'est pas content. Ça nous arrive, mais beaucoup moins que vous les Français. Je me demande juste un truc. Je suis un peu à la croisée entre deux mondes et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très endormis par Netflix, par Disney+, par les jeux vidéo, par l'alcool, par les médicaments, en fait, parce que forcément on est dans un système malade. Et le système, en fait, c'est pas qu'il est malade, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est sa mission, c'est son but, hein. C'est son but ultime. Mais quand on dit oui, il faut faire la révolution, je suis totalement d'accord avec toi et je suis un révolutionnaire. Et c'est pas parce que je porte mon béret ici là ou mon képi, je sais pas quel nom ça porte. Mais quand je parle un peu de tout ça dans mon entourage, quand je suis amené à rencontrer des gens, à discuter, à sortir de cette bulle de l'écologie, je tombe quand même sur des gens qui en ont marre de leur boulot, de leur bullshit job ou tout ce que tu veux. Mais se disent, mais si je lâche et mes factures, la pression des huissiers, la pression du système, la pression de tout ça, et à un moment donné, en fait, ils essayent de s'échapper de cette pression qu'ils ont au quotidien. Et si vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en expliquant pourquoi et à quel niveau vous le ressentez. Et qu'au final, ils préfèrent plonger dans YouTube et regarder, heureusement, une vidéo sur les mines, mais aussi de se dire, tu sais quoi, je m'évade de ça, je vais dans l'alcool, je vais dans la fumette. On a tous des moments où on a besoin d'oublier les malheurs du monde. L'autre jour, je suis allé au cinéma avec la famille, on a rigolé pendant 3 heures. C'est chouette, voilà. Mais c'est de plus en plus, on a l'impression que là, ça devient... Demain, je vais faire 1 heure de vélo, s'il fait beau à Bruxelles, j'ai besoin de me défouler parce que, voilà, on est d'un monde où... Voilà, donc je pense qu'il faut faire gaffe à son équilibre perso. Mais je ne sais pas s'il faut compter sur la révolution, même si j'employais le mot en citant le pape François, ou si on se dit qu'on peut y aller par étapes. Voilà. Et moi, peut-être que je suis trop mollasson, mais je me dis qu'il faut se donner des victoires d'étapes. Est-ce qu'on a une taxe sur la spéculation dans les 3 mois qui viennent? Voilà. Là, on a une fenêtre. Quand même, tout le Parlement européen, même 80% des députés de droite ont voté notre amendement pour dire oui, il est temps de mettre une petite taxe sur la spéculation. Mais ça n'est qu'une petite taxe, mais on aurait quand même 57 milliards par an. Et ce serait une première victoire. Donc, est-ce qu'on donne les moyens d'avoir... Tout le monde veut, enfin la plupart de ceux et celles qui nous écoutent veulent une société équilibrée où chacun peut vivre dignement, où on protège le climat. Ok, on est d'accord sur la photo globale, là où on veut être dans 10 ans ou dans 15 ans. Est-ce possible? Mais est-ce qu'on peut... Oui, mais est-ce qu'on peut déjà se donner des victoires d'étape? Oui. Est-ce que dans les 3 mois qui viennent, on aura obtenu une taxe sur la spéculation? Est-ce qu'on relance le débat sur la semaine de 4 jours? C'est un débat qui revient dans plein de pays d'Europe. Les gens ont envie d'avoir un autre équilibre. Ils ne sont pas tous prêts à lâcher le boulot et à vivre de façon très très sobre. Beaucoup de gens veulent en même temps un vrai boulot, intéressant, correctement payé, et du temps pour leur vie perso. Tu m'as dit que tu as 2 enfants, moi j'en ai aussi 2. On a envie d'avoir du temps pour soi, pour sa vie perso, pour faire du sport, pour des activités ou autres. Donc, est-ce que, tu vois, si on a la taxe sur la spéculation dans les 3 mois qui viennent, si on arrive à aider les gens à passer à 4 jours, 32 heures sans baisse de salaire, en Belgique comme en France, ça 4 fait jours 20 semaine, ans ça qu'on en serait parle. immense. Hein. 4 jours, immense. tu vois, c'est pas la révolution complète, mais si tu changes la fiscalité, si tu mets beaucoup plus d'argent sur le climat, si tu as des transports en commun, ça ne va pas se faire en 3 jours. Mais imagine que dans 10 ans, la plupart des gens en Belgique et en France n'aient quasiment plus besoin de leur voiture parce que presque partout, on aura mis en place des transports en commun efficaces. Ça ne va pas se faire en 1 journée ou en 1 semaine, mais est-ce qu'on le fait? Quand je pense à ça, il y a les gens de la Ligue de l'enseignement qui m'ont demandé si je pouvais bientôt venir les aider pour réfléchir sur leur stratégie. Et j'ai découvert que grâce à eux, moi je croyais que Jules Ferry avait fait passer une grande loi en France pour mettre dans tous les villages des écoles la loi sur l'éducation laïque, gratuite et obligatoire. Et je pensais que c'était Jules Ferry qui avait porté ça. Et en fait, à l'époque, beaucoup de gens disaient que c'était pas possible, disait à monsieur, cette idée est généreuse, mais on a encore besoin des enfants dans les mines et dans les industries, donc continuez. Et donc tu vois des images très émouvantes où c'est des hommes et des femmes sans culture, sans éducation, en tout cas qui n'étaient pas allés à l'école, qui vont faire signer chez leurs voisins, est-ce que tu as signé la pétition pour que nos enfants aillent à l'école? Est-ce que tu as signé la pétition pour dire à Jules Ferry, mais putain, on veut cette loi pour qu'il y ait des écoles partout? Et tu les vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ils ont récupéré 1 200 000 pétitions signées. 1 200 000 pétitions, et tu les vois qui ramènent à Paris sur des carrioles autour de l'Assemblée nationale, et tu les vois, donc c'est le peuple qui se dit putain, on a envie que nos enfants aient une éducation de qualité, et qui mettent la pression sur les politiques, qui ramènent à Paris 1 200 000 pétitions, et du coup il y a la loi, et derrière, en 20 ans, c'est un énorme bazar, mais dans tous les villages, on fait l'école des garçons, l'école des filles, on forme des instituteurs,
Et on s'engueule un peu parce que le maire et l'architecte ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ce qu'on a retenu, c'est que le peuple voulait que tous les gosses et tous les garçons et les filles aient accès à l'éducation et qu'en 20 ans, le pays s'est transformé. Donc nous, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on est capable de foutre la pression sur nos politiques et en 10 ans, en 15 ans, on va se transformer. C'est une vraie métamorphose. Il y aura des transports en commun partout. On va isoler les maisons. On va laisser le pétrole dans le sol et développer des renouvelables. Et on pourra vivre bien dans un monde équilibré. On ne va pas stopper le problème du jour au lendemain. À cause des conneries qu'on a faites depuis 30 ans, à cause de notre inertie et des lobbies. C'est de le ralentir, limiter la problématique. Mais on peut très fortement le ralentir. Oui, limiter la casse, quoi. Oui, voilà. Et donc, c'est une fois qu'on a dit qu'on a des politiques qui sont nulles, une fois qu'on a dit que nos politiques ne sont pas à la hauteur, soit on se flingue, soit on se donne les moyens collectivement de s'organiser pour avoir des victoires d'étape et que les victoires soient de plus en plus importantes. C'est très bon à savoir, et à la fois, j'ai envie de rebondir sur un truc qui est important. Pierre, si on veut régler le problème, comme dans un système de dette, d'endettement, mais qu'est-ce qui nous empêche au final de nous endetter pour des milliers, enfin c'est des conventions tout ça. On pourrait très bien demain sortir l'argent pour absolument tous les pays, pour tout renouveler, pour le faire. Et c'est pour ça, en fait, j'ai toujours un peu une dissonance cognitive en disant, est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, de mettre une taxe sur la spéculation, alors qu'en vérité, c'est juste de mettre un truc en mode, ok, bon, enfin, un endettement à plusieurs trilliards de dollars dans l'année pour tous les pays du monde, pour toutes les banques centrales, pour enfin avoir les investissements pour résoudre le problème. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ta question. Là, peut-être qu'on montrera au montage la photo de la courbe de la dette totale aux États-Unis. C'est la dette totale, privée et publique aux États-Unis depuis 1950. Donc, tu vois que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, tu vois deux choses. D'abord, elle n'a jamais baissé, donc elle n'a jamais été remboursée, mais en même temps, on n'a jamais dit non plus qu'elle serait annulée. Les mots sont importants, on n'a jamais dit youp la boum, on s'en fout, mais on voit sur cette courbe, c'est les chiffres de la Réserve fédérale hein, qui sont tout à fait indiscutables. On voit que la dette totale n'a jamais diminué, et donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été globalement remboursée. Il y a eu 2 années dans les années Clinton où la dette publique a un peu diminué, mais la dette privée a augmenté encore plus vite. Et on voit aussi sur cette courbe que jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, donc jusqu'à l'arrivée des libéraux, il n'y avait pas besoin de dette pour nourrir le système. Les salaires étaient corrects, donc on n'avait pas besoin de pousser les gens à s'endetter. Et c'est à partir de l'arrivée de Ronald Reagan que la dette monte de plus en plus. Avec Thatcher de l'autre côté, quoi. Reagan aux États-Unis et Thatcher chez nous, tu as raison. Et hélas, y compris les socialistes, sociodémocrates se sont laissés enfiler en Europe et ont accepté. Mais tu vois qu'à partir du tournant libéral des années 80, dans tous les pays, la part des salaires diminue petit à petit. Les gens ont la trouille du chômage. La négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc les gens acceptent de travailler sans avoir d'augmentation ou des augmentations plus faibles que la productivité. Donc dans tous les pays occidentaux, ce qui va au salaire diminue. Mais on dit aux gens, mais t'inquiète pas, on va te prêter de l'argent. Si tu veux t'acheter une voiture, si tu veux t'acheter un appartement, ton salaire n'a pas augmenté, mais on va te prêter de l'argent. On voit comment, dans tous les pays, à partir du tournant des années libérales, Thatcher, Reagan, la part de ce qui va au salaire diminue. On dit, à cause de la peur du chômage, on dit aux gens, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc les gens acceptent de travailler avec des augmentations qui sont plus faibles que ce qu'ils auraient mérité. Donc ce qui va au salaire diminue, mais on maintient la croissance en disant aux gens, on peut te prêter de l'argent. Tu veux t'acheter une voiture, tu veux t'acheter une maison, mais ton salaire n'a pas augmenté, mais on va te prêter. Donc on fait la dette privée. Donc en même temps, toujours plus d'argent pour les actionnaires. Si ce qui va au salaire diminue, ça veut dire que ce qui va aux actionnaires augmente de plus en plus. Et en même temps, les libéraux baissent les impôts sur les sociétés. Moi, quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices était à 50%. 50%. Aujourd'hui, on est tombé à 19% en Europe. Donc les bénéfices n'ont jamais... Et c'est les chiffres d'Eurostat, hein, ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés en venant te voir. Donc la redistribution, bye-bye, quoi. Donc là, je répète, quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était en moyenne à 50%. On estimait qu'un actionnaire prend des risques. Quand tu crées une entreprise, celui qui te met des sous, il prend un risque. Si l'entreprise crée, il va tout perdre. Donc si l'entreprise va bien, c'est normal qu'il en retire du profit. Mais on estimait qu'un partage 50-50, c'était bien. Que 50% du bénéfice restait pour les actionnaires et 50% allait pour l'État, pour l'éducation, pour la santé, pour les transports en commun. C'était 50-50. Et puis maintenant, depuis que les Anglais sont arrivés, les libéraux ont pris le pouvoir intellectuellement, on est tombé à 19%. Et c'est quand même le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, jusqu'à Trump, l'impôt était à 38%. Donc en Europe, l'impôt sur les sociétés est tombé à 19%. Aux États-Unis, il était à 38%. Donc il y a besoin d'un vrai changement. Donc la solution, à mon avis, n'est pas de dire on s'en fout de la dette, parce que si tu dis ça, tu vas faire peur à beaucoup de gens. Mais est-ce qu'on est capable de se dire on a besoin d'argent pour le climat, on a besoin d'argent pour protéger notre industrie quand les Américains veulent attirer toute l'industrie moderne chez eux. Et donc, on peut taxer la spéculation. Ça, c'est une victoire qu'on peut avoir cette année. L'année prochaine, on dira on veut une taxe sur les milliardaires, on veut une taxe sur les rachats d'actions.
Joe Biden, au mois d'août, a créé une taxe sur les rachats d'actions. Les entreprises sont tellement riches qu'elles rachètent leurs actions pour faire monter encore le cours. Et donc Joe Biden a créé, et les gens du Congrès, une taxe à 1% sur les rachats d'actions, et maintenant il veut la multiplier par 4. Donc tout le monde disait que c'était un petit vieux qui somnolait, mais le petit vieux qui somnole, voilà. Et Joe Biden a dit aussi qu'il voulait un taux minimum à 21% pour lutter contre la concurrence fiscale. Joe Biden a dit dans tous les pays du monde, on a plein d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour la recherche, et donc il a dit qu'il proposait un taux minimum à 21% dans tous les pays du monde, mais là aussi, hélas, la France a planté la négociation, et donc on est arrivé à un accord à 15%. Donc ce que je veux dire, c'est que la solution n'est pas forcément de dire on va faire de la dette et on s'en fout, ce n'est qu'une écriture comptable. Je pense que vu l'état des mentalités, il vaut mieux dire on ne va pas faire de la dette pour de la dette, mais par contre, on peut trouver de l'argent pour le climat, pour la santé, pour les retraites, avec des outils fiscaux. Quand Roosevelt, moi je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, quand Roosevelt arrive, le pays était ravagé, la plupart des gens pensaient qu'il n'y avait aucune solution, c'était la crise de 29, il y avait des millions de chômeurs, et le président sortant, Hoover, n'avait rien foutu. Un des surnoms de Hoover, c'était Do Nothing, il n'avait rien foutu pendant 4 ans, et donc les gens disaient, sans doute il n'y a pas de solution. Et Roosevelt arrive, et alors qu'il est paralysé, c'est quand même un monsieur qui ne peut même pas se mettre debout, mais il remet tout le pays en mouvement. Parce qu'il parle à l'intelligence des gens, il ne prend pas les gens pour des couillons, il est là depuis 3 heures, il parle à mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques. Et voilà la réforme des banques que demain je fais approuver par le Congrès. Et il convoque le Congrès et les 2 assemblées votent le même jour et le soir, Roosevelt promulgue. La semaine suivante, c'est mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le prix des marchés agricoles a tellement diminué, les paysans sont ruinés. Mais demain, je fais voter une réforme des marchés agricoles qui va redonner du salaire aux agriculteurs. Et le lendemain, voilà, mes amis, je vais vous expliquer pourquoi les banques spéculent et on va faire la séparation des banques. Et les actionnaires sont furieux et les banquiers gueulent en expliquant que Roosevelt est un communiste, mais il fait passer 15 réformes en 3 mois et les gens voient que ça change leur vie quotidienne. Voilà. C'est des vrais chefs d'État, ça. J'ai l'impression que ça existe surtout plus, ce genre de choses. surtout un chef d'État dont la boussole, c'est la dignité de tous, c'est la fraternité. Peut-être parce qu'il était lui-même handicapé et que du coup il avait un peu d'humilité. Moi, quand je vois Emmanuel Macron, j'en viens à me demander si un mec qui est allé de succès en succès, est-ce que cela n'a pas fait complètement perdre le sens de la vie quotidienne et de ce qu'est l'humanité. Il est rentré dans la mégalomanie en quelque sorte. Je crois qu'il y a un problème comme ça. Tandis que Roosevelt savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il était le chef de l'État, donc il avait une responsabilité, mais il savait que tout seul, il ne ferait rien. Et donc, il y a des fois, il demandait aux syndicats, les lobbies bancaires veulent bloquer ma réforme sur les banques, mettez du monde dans la rue. Et surtout, il misait pour de vrai sur l'intelligence. Les électeurs ne sont pas des débiles qu'on va draguer une fois tous les 4 ans. Tu prends le temps de... Et donc, en même temps, lui, alors qu'il est paralysé, il tient bon et il montre qu'on est à la hauteur de la dignité humaine, mais il demande à des cinéastes et à des romanciers d'aller voir des paysans qui se sont relevés, d'aller voir des ouvriers qui ont retrouvé leur dignité, et il montre que chaque homme, chaque femme a la même dignité. Voilà. Moyennant quoi, même s'il n'a pas la baguette magique, au bout de 2 ans, Roosevelt dit « Mes amis, ce que j'ai fait au début du mandat ne suffit pas, il faut un deuxième New Deal. » Voilà. Mais les gens lui font confiance en disant « Ce mec-là, il travaille pour notre bien commun, il ne nous prend pas pour des débiles et il fait reculer le lobby bancaire. » Voilà. Moyennant quoi, il sera réélu tant qu'il est vivant. Il est élu 3 fois président des États-Unis. C'est depuis que la Constitution a été modifiée. Tandis que chez nous, on a souvent une usure des politiques parce qu'ils sont élus en draguant les gens, en faisant du populisme, de la démagogie. Votez pour moi parce que c'est mon projet. Et derrière, on se demande pour qui est-ce que ce monsieur travaille vraiment pour le bien commun. C'est ça, on dirait que depuis justement, ça c'est très Reagan en fait. C'est très pour la gueule, par la gueule, des punchlines, des phrases, le duel, la dualité, le combat. Et qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une politique spectacle au moment des élections. Tu as été candidat aux élections présidentielles. Et moi, comme. Non, je n'ai pas pu. J'ai essayé d'aller. Tu as essayé avec la primaire populaire, voilà, etc. Pour moi, c'était un début de candidature. Mais en fait, je te reconnais plus dans un Roosevelt avec. Un pragmatisme et se focaliser sur le fond que les autres, je les sens comme des politiciens Instagram, quoi, des politiciens TikTok pour la gueule. Mais c'est quoi? Est-ce qu'on a habitué le cerveau des personnes à fonctionner comme ça ou est-ce qu'il y a vraiment une demande en dessous de personnes qui se disent non, on veut retrouver ce feeling? Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tellement été domestiqués sur certaines choses. Il y a une phrase de Montaigne que j'aime bien, un philosophe français que j'aime bien, qui dit « Faites-en vos égaux pour qu'ils le deviennent ». Voilà. On a aussi le débat politique. Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un débat politique de meilleure qualité? Moi, je vais partout où on me demande d'aller pour un débat, mais partout, je demande une demi-heure pour expliquer ma façon de voir. J'arrive avec mon PowerPoint et si tu peux retrouver des vidéos où je suis en débat avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie. Il y a une fois, j'ai fait un débat avec Eva Joly, Joseph Stiglitz. J'étais tout content parce que tu as un prix Nobel qui regarde mes graphiques et qui prend des notes et qui dit qu'il est d'accord. Et 2 mois après, j'allais dans les quartiers difficiles dans le nord de Marseille et j'avais le même PowerPoint. Et même si tout le monde n'était pas bac+15 dans ces quartiers difficiles, les gens voient qu'on arrive avec des vraies idées, qu'on ne les prend pas pour des couillons. Et du coup, le débat était passionnant.
Et si tu mets du contenu au début, si tu mets de l'intelligence, même quelqu'un qui n'a pas son bac ou qui n'a pas fait d'études supérieures, ce qu'il va dire est intelligent. Et même quand je vais dans les quartiers difficiles de Marseille, j'apprends des choses et je prends des notes. Mais je prends pas les gens pour des débiles, voilà. Mais par contre, tu as des politiques qui prennent en fait les gens pour des couillons, qui sont là juste pour draguer, pour avoir leur vote, du mensonge qui jouent sur leur aussi, peur. Voilà. Mais donc aussi la question, une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce qu'on se donne les moyens? Voilà. En France, si le deuxième tour, la prochaine fois, c'est Darmanin face à Le Pen, il y a de quoi vomir. C'est vraiment l'horreur si on n'est pas capable de s'organiser. Et nos idées, les idées de gauche, les idées de progrès, sont un peu plus compliquées que les idées qui parlent au cerveau reptilien. Dire il y a trop de rebeux, il faut les foutre dehors. C'est facile ça. Non mais c'est facile, ça fait plaisir, ça passe bien sur BFM en 40 secondes, ça fait du buzz et ça parle au cerveau reptilien. On a tous un cerveau reptilien quand ça devient compliqué, qui veut la cassagne. Donc est-ce qu'on se donne les moyens d'expliquer, de pas commencer à faire une campagne juste 3 mois avant l'élection présidentielle, mais y compris avec la taxe sur la spéculation, y compris avec les 4 jours, qu'on soit des milliers, être capable d'être ambassadeur d'un projet de justice sociale. C'est ça, parce qu'une colère monte et cette colère-là, bah, c'est encore plus facile de la manipuler, la manier avec des idées qui sont noires ou blanches. Ne se répète pas, mais on voit bien comment les nazis sont arrivés au pouvoir. Il y a eu la crise de 29, il y a eu une crise sociale, et donc il y a eu des souffrances qui sont revenues, et tu joues sur les peurs, voilà. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, est-ce que ceux qui continuent à croire à la justice sociale et qui veulent aussi protéger la planète sont capables de se rassembler et de faire campagne? Sinon, on va vers une catastrophe. Je crains le pire dans 4 ans. Mais je pense que c'est pas je crois que beaucoup de gens sont partagés et qu'il y a une fois dans le métro, je voyais une dame qui lisait un journal de facho et puis elle a vu un petit garçon noir qui est arrivé dans le métro. Elle a rangé son journal de facho et elle a commencé à vouloir lui faire des petits sourires. Donc en fait, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément fachos, qui ne sont pas forcément racistes, mais si tu joues sur leurs peurs, si dans le débat public tu alimentes les peurs, eh bien ils vont faire un vote facho. Mais par contre, si tu mises sur l'intelligence et sur la fraternité, si tu dis les principales questions, c'est la question du climat, c'est que tout le monde ait un logement correct, c'est que tout le monde ait un boulot correct, on a tous envie de la semaine de 4 jours. Voilà, je pense qu'il y a encore un moyen, on a encore beaucoup de gens qui, sans doute, si on leur propose un projet de dignité et d'humanité, sont capables de voter pour ça. C'est bien parce qu'il faut prendre le temps de ralentir. Parce qu'il faut ralentir pour capter l'information. Si tu vas vite, bah, c'est très lacunaire, c'est très parcellaire et au final, bah, tu choisis un camp ou un autre et il n'y a plus cette nuance. Mais c'est là que ce que tu fais peut nous aider parce que c'est des formats, là je parle un peu trop vite peut-être, mais c'est des formats où on a le temps de se parler. Et je le redis, ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous avez envie de nous aider, vous pouvez le faire en France comme en Belgique. Si chacun reste chez soi, il y a de quoi se flinguer. Quand on voit l'accumulation, la crise du climat, la crise sociale, la crise en Chine, la crise en Ukraine, chacun de nous, le matin quand je me réveille, je me dis que je suis qu'un petit bonhomme face à l'immensité des crises. Mais on peut travailler avec d'autres, on peut prendre son pied en militant dans une association, dans un parti politique pour faire bouger le monde. Il y a du plaisir à faire bouger le monde et à avoir des victoires d'étape. Pierre, c'était incroyable cette conversation. Merci. Merci à toi. Fond du cœur, c'était très très cool. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Tu sais quoi, non, je vais te laisser dire ce qu'il faut faire à la fin d'une vidéo YouTube. Je te laisse faire la conclusion. Vous pouvez l'aider. Donc si vous voulez nous aider, vous allez... Plus important, aider Pierre. Si vous voulez obtenir la taxe sur la spéculation, vous allez sur taxonlaspéculation.com. Taxonlaspéculation.com. On le mettra en description. Si vous voulez plus d'infos sur la semaine de 4 jours, et y compris en France, demandez qu'il y ait des aides pour ceux qui passent à 4 jours, 32 heures sans baisse de salaire, vous allez sur semaine-de-4jours.fr, y compris une vidéo avec Philippe Geluc, notre copain Philippe Geluc qui fait le chat, et qui pose toutes des questions sur comment c'est possible les 4 jours, pourquoi c'était le bordel les 35 heures à l'hôpital. Donc super vidéo avec Philippe Geluc sur semaine-de-4jours.fr. Et puis vous pouvez aider des médias libres et indépendants comme celui de Vincent. Si c'est possible. Après, voilà, je crois que mon réalisateur il dit ouais, il faut que tu demandes plus, mais j'aime pas gratter. Mais faites-vous plaisir quand même. Hein. Voilà, c'est en description. Merci Pierre, c'était vraiment une très très bonne conversation. Vincent, c'était un plaisir. Et tu reviendras et on aura encore plein d'autres choses à raconter parce que ce monde bouge, ce monde change énormément. Et donc si ça se trouve peut-être que dans 3 mois je te dis Pierre reviens, il y a eu des infos là, il va falloir qu'on se voit. Quand tu veux, c'était un plaisir, vraiment. Quelle est ta définition du réel ?